J'ai enfoncé le couteau dans la gorge de mon père ce soir-là, sous le regard indifférent des étoiles parisiennes, et j'ai souri pour la première fois depuis des années. Son sang chaud a coulé sur mes mains, un vin rouge amer qui effaçait enfin les bleus de mon enfance, mais ce n'était pas la fin, c'était le début de ma vengeance, une symphonie de douleur qu'il avait composée pour moi. Et tandis que son corps s'affaissait sur le parquet ciré de notre appartement haussmannien, j'ai murmuré, « Ton avenir n'a jamais compté, mais le mien commence maintenant. » Le mur de plâtre a craqué sous l'impact de mon dos, un craquement sec comme un os qui se brise, et j'ai senti le goût métallique du sang dans ma bouche avant même de toucher le sol. Mon père se dressait au-dessus de moi, sa silhouette massive encadrée par la lumière jaunâtre de la lampe du salon, ses yeux injectés de rage et de whisky bon marché. « Ton avenir n'a jamais compté » avait-il hurlé, ces mots comme des clous enfoncés dans mon crâne, alors que je refusais d'annuler cet entretien d'embauche qui représentait ma seule porte de sortie de cet enfer familial. À 25 ans, j'étais encore sa prisonnière, Élise Moreau, la fille invisible d'un homme qui avait tout sacrifié à ses ambitions brisées, sa femme, sa santé, et maintenant, moi. Je me souviens de chaque détail de cette nuit-là, non pas comme un cauchemar flou, mais comme une scène de théâtre grec, implacable et inévitable. L'appartement du Marais, avec ses moulures anciennes et ses tapis persans usés par les pas lourds de mon père, puis l'encaustique et le regret. J'avais passé des heures à me préparer pour cet entretien chez une petite maison d'édition indépendante, rue de Rivoli, à un poste de correctrice, modeste mais libre, loin des chaînes invisibles qu'il tissait autour de moi depuis que maman était partie. Elle s'était suicidée 5 ans plus tôt, un saut élégant du pont des Arts, laissant derrière elle une note que papa avait déchirée avant que je ne la lise, « Je ne peux plus porter ton poids. » Il m'avait accusé, bien sûr. « C'est toi qui l'as tué, avec tes rêves idiots de livre et de liberté. » Je me suis relevé lentement, frottant mon épaule endolorie, et j'ai fixé son visage rougeau, marqué par les rides d'un homme qui avait fui l'Algérie en 1962 pour atterrir dans les bras d'une France qui ne voulait plus d'immigrés comme lui. Pierre Moreau, ancien ouvrier chez Renault, reconverti en vigile aigri après un accident qui lui avait coûté un œil au l'œil gauche, une orbite vide qu'il cachait derrière un bandeau noir théâtral, comme un pirate déchu. Tu annules, Élise. Demain, tu reprends tes études de droit, comme je l'ai décidé. Un avocat gagne bien sa vie, et toi, tu me dois ça. Sa voix était un grondement bas, celui qui avait fait trembler maman jusqu'à ce qu'elle saute. Mais pas moi. Pas cette fois. J'ai redressé le menton, sentant la bile remonter dans ma gorge. Non, papa. C'est ma vie. Les mots ont jailli comme un défi, et son poing a fendu l'air à nouveau, mais j'ai esquivé, me cognant contre la table basse. Le vase Ming, un héritage de grand-mère, qu'il chérissait plus que nous, s'est brisé en 1000 éclats, un symphonie de porcelaine qui a ponctué le silence. Il a ri, un rire rauque et méprisant. Ta vie? Quelle vie? Tu n'es rien sans moi. Regarde-toi, une ratée qui lit des romans au lieu de travailler. Maman avait raison de te haïr. Ces mots m'ont transpercé plus que le mur. Maman me haïr? Elle qui me lisait Balzac le soir, qui rêvait pour moi d'un Paris des lumières, pas des ombres. J'ai ramassé un éclat de vase, le serrant dans ma paume jusqu'à ce que le sang perle, et je l'ai lancé vers lui. Il l'a esquivé sans effort, et son sourire carnassier m'a gelé les veines. Tu veux jouer, petite? Très bien. Mais souviens-toi, je t'ai faite, et je peux te défaire. La nuit s'est étirée comme un élastique tendu à rompre. Je me suis enfermé dans ma chambre, une mansarde étouffante sous les combles, avec vue sur les toits de zinc qui scintillaient sous la lune, et j'ai pleuré jusqu'à l'aube, non pas de douleur physique, mais de cette rage sourde qui bouillonnait en moi depuis des années. J'ai ouvert mon journal, ce carnet noir où j'inscrivais chaque insulte, chaque coup, chaque « ton avenir n'a jamais compté » qu'il me jetait comme une malédiction. Les pages étaient remplies, l'année de mes 16 ans, quand il m'avait forcé à abandonner le conservatoire pour « des études utiles », le jour où il avait brûlé mes manuscrits, ces nouvelles que j'écrivais en secret, en hurlant que « les femmes comme toi finissent seules et folles » et maman, toujours maman, son fantôme qui planait sur nous comme une accusation muette. À l'aube, j'ai pris ma décision. Pas la police, il connaissait papa, son bandeau héroïque et ses histoires d'anciens combattants, et moi, la fille hystérique. Non, ce serait personnel. Une vengeance lente, méthodique, qui le rongerait de l'intérieur comme un acide. J'ai annulé l'entretien, feignant la soumission, et j'ai souri en le voyant s'enorgueillir de sa victoire. Mais dans ma tête, les rouages tournaient, je fouillerais son passé, ses dettes, ses secrets enfouis sous le plancher de cet appartement qu'il avait acheté avec l'argent de maman. Paris, ma ville,
serait mon allié ses archives jaunies à la Bibliothèque nationale, ces bars enfumés du quartier latin où les langues se délient pour un verre de pastis. Les jours suivants ont été une danse masquée. Je cuisinais ses plats préférés ou le cassoulet qu'il adorait, lourd et réconfortant en y glissant des herbes amères qui le faisaient grimacer sans qu'il s'en rende compte. Il parlait plus, se confiant sur ses regrets, la guerre d'Algérie qu'il avait marquée au fer rouge, la perte de son œil lors d'une émeute à Billancourt, et comment il avait épousé maman pour réparer sa solitude. Elle était fragile, Élise. Comme toi. Mais je l'ai aimée, à ma façon. À ma façon. Ces mots me hantaient, car je voyais en eux le germe de sa monstruosité, un amour possessif, destructeur, qui étouffait tout sur son passage. Un soir, alors qu'il ronflait devant la télévision diffusant un match de l'OM, j'ai fouillé son bureau. Les tiroirs étaient un chaos de factures impayées. Renault lui devait encore une pension, mais il avait tout perdu au PMU. Et là, sous une pile de journaux jaunis, une lettre, manuscrite, datée de 1975, adressée à une certaine Marie. Pierre, je ne peux pas continuer. Ton fils. Il mérite mieux que tes mensonges. Un fils? Mon frère? Mornay, avait-il toujours dit, mais cette lettre hurlait la vérité, un avortement forcé, une autre victime de sa tyrannie. Le choc m'a cloué sur place, mais il a allumé une flamme. J'ai photocopié la lettre dans une cabine à pièces près de la Seine, et j'ai commencé à creuser. Les nuits devinrent mes complices, je sortais en douce, arpentant les ruelles sombres du Marais, interrogeant d'anciens collègues de papa dans des bistrots au néon vacillant. Pierre? Un dur à cuire, mais il battait sa femme. On a tous fermé les yeux. Chaque témoignage était une lame, taillant dans la chair de son mythe d'homme fort. Bientôt, j'ai découvert le plus sombre. En Algérie, il n'était pas un héros, mais un collaborateur accusé de torture mineure, chassé par ses propres camarades. Des documents scellés à la préfecture de police, que j'ai obtenus en soudoyant un archiviste avec l'argent de mes petits jobs de serveuse. Et maman? Elle savait. Sa note déchirée n'était pas un adieu, mais un cri, « Pierre, tes démons nous tuent. Élise doit vivre libre. » La vengeance prenait forme. Pas un couteau immédiat, mais un poison lent. J'ai commencé par les petites choses, des appels anonymes à ses créanciers, laissant filtrer des rumeurs sur son « passé trouble ». Puis, plus audacieux, j'ai posté des flyers dans le quartier, anonymes, décrivant un « ancien tortionnaire » vivant parmi nous. Les voisins murmuraient, et évitaient son regard. Il rentrait plus tard, les épaules voûtées, buvant plus, frappant moins, mais quand il frappait, c'était avec une fureur nouvelle, dirigée contre les ombres qu'il sentait se refermer. Un mois après l'incident du mur, j'ai organisé le coup fatal. J'ai invité son vieil ami, Raoul, un retraité alcoolique qui lui devait une fière chandelle. Pendant le dîner au du bœuf bourguignon, lourd de secrets, j'ai glissé la lettre de Marie dans la poche de Raoul, feignant l'oubli. Trouve ça chez papa, Raoul. Il a besoin d'aide pour trier ses papiers. Raoul, avec sa curiosité maladive, a fouillé, lu, et le lendemain, il a confronté papa dans un café bondé de la place des Vosges. J'étais là, caché derrière un pilier, écoutant les éclats, un avortement. Tu m'as menti pendant 40 ans, salaud. Et les gamins en Algérie. T'étais un monstre. Papa a blêmi, son bandeau glissant légèrement, révélant la cicatrice boursouflée. Il a nié, hurlé, mais Raoul est parti, jurant de tout raconter à la famille élargie, ses oncles et tantes que papa avait isolés comme des parias. Ce soir-là, il m'a confronté. C'est toi, hein? Toi et tes manigances de petite garce. Son poing a volé, mais j'ai tenu bon, le fixant dans son œil unique. Oui, papa. Pour maman. Pour le frère que tu as tué avant qu'il ne naisse. Ton avenir? Il n'a jamais compté. Il a reculé, pour la première fois, et j'ai vu la peur pure, viscérale dans son regard. Mais la vengeance n'était pas finie. Elle ne l'est jamais, dans les recoins sombres de l'âme humaine. J'ai continué, des articles anonymes envoyés à la presse locale, des photos truquées de son bandeau arraché, diffusées sur des forums obscurs. Paris, avec ses milieux, a commencé à le dévorer. Les factures s'accumulaient, les amis s'évaporaient, et il maigrissait, son corps massif fondant comme neige au printemps. Pourtant, au milieu de ce chaos, une faille en moi, la culpabilité, ce serpent qui se love dans le ventre. Étais-je devenu lui? Cette nuit où je l'ai vu pleurer pour la première fois, seul dans le salon, serrant une photo de maman, j'ai hésité.
mais le souvenir du mur, du sang dans ma bouche, m'a rappelé, non. La justice n'est pas linéaire, elle est un labyrinthe de douleurs. Le climax est arrivé un soir de pluie battante, fin novembre. Il m'a appelé du commissariat, arrêté pour dette, mais surtout pour une plainte anonyme, la mienne accusant agression sur maman, des années trop tard. J'étais là, en face de lui, derrière la vitre blindée, son visage défait, l'œil unique suppliant. Élise. Pardonne-moi. J'étais brisé. Brisé. Comme nous tous. J'ai souri, froidement. Ton pardon n'efface rien. Va en prison, papa. Là-bas, ton avenir comptera enfin pour ce qu'il vaut. Et en sortant dans la nuit parisienne, la Seine gonflée par l'orage, j'ai respiré librement pour la première fois. Mais la vengeance, cette maîtresse cruelle, m'avait changé. Qui étais-je maintenant? Une survivante, ou un monstre en herbe? Les mois suivants ont été un vide étrange. L'appartement vendu aux enchères, j'ai déménagé dans un studio minuscule à Belleville, entouré d'immigrés comme papa l'avait été, ironie du sort. J'ai repris l'entretien, ils m'ont embauché, touché par mon « histoire personnelle ». Les nuits, je rêvais de sang, non pas le sien, mais le mien, coulant éternellement du mur. Et un jour, une lettre est arrivée, de prison, de sa main tremblante. Élise, j'ai tout avoué. À la police, adieu. Ton frère s'appelait Julien. Il méritait mieux. Comme toi. Des larmes ont coulé, mais pas de regrets. Seulement une paix amère. Paris continuait son ballet indifférent, les lumières de la tour Eiffel scintillaient, les amants se baisaient sur les quais, et moi, Élise Moreau, j'écrivais enfin mon roman non pas de vengeance, mais de guérison. Car au bout du compte, la vraie revanche n'est pas la destruction de l'autre, mais la reconstruction de soi. Pourtant, parfois, dans le silence de minuit, j'entends son hurlement, ton avenir n'a jamais compté. Et je réponds, au vide, mais il compte maintenant. Et il est mien.